Qu'on est là, nous prenons et faire place à ingénieur Clermont. Alors, ingénieur Clermont, il était précisé, il pas travail pour Banque mondiale, mais il s'est chargé de un projet qui est supporté par la Banque mondiale, c'est le projet Haiti Digital Acceleration Project, HDAP. Et une composante et un projet, ça, c'est question cybersécurité en Haïti. Donc, Carl va nous parler de la maturité de la cybersécurité en Haïti. Et composantes, ça, sont composantes qui est implémenté par Oxford University et Innovation. Donc, nous passons la parole et Carl. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à l'ISOC et merci à l'ATIC, les co-organisateurs, et merci particulièrement à vous, Max, pour l'invitation. Donc, c'est avec plaisir que moi participer, mais effectivement, pour moi mettre toute bagaille en place, je suis chargé du projet d'accélération numérique pour Haïti, qui est un projet dont la fiducie est assurée par l'unité centrale d'exécution du ministère des Travaux publics, donc l'UCE, et qui a reçu un support de la Banque mondiale. Et donc, c'est un projet important, un projet qui peut être un levier qui permet au pays donc de basculer dans la transformation numérique. Ceci a été abordé au niveau de l'introduction par la présidente de l'ISOC. Et je crois que c'est très important que les parties prenantes soient au courant. Le projet est en exécution depuis un certain temps, mais comme la conception a été faite pendant la période du COVID, donc il y a eu des études complémentaires et qui font que donc ce projet a dû, en tout cas les opérations, on va dire, visibles et palpables, ne commencent que maintenant. Et donc le projet en lui-même a un certain nombre de composantes. Donc il y a 4 composantes. Une composante qui, justement, concerne ce dont on parle ce matin, c'est la première composante qui est la création d'un environnement propice et au service numérique, c'est-à-dire que c'est une composante essentielle. Ensuite, et c'est cette composante-là qui va contenir comme activité donc un appui aux acteurs qui interviennent directement on parle de résilience cybernétique, mais dans la cybersécurité pour le pays. Et donc, il y a une deuxième composante qui est une composante de connectivité haut débit. Donc, ça, c'est la composante la plus, on va dire, la plus importante en termes de ressources qui ont été mis à disposition, parce que le budget total du projet étant de 60 millions et il y a à peu près 32 millions, donc un peu plus de la moitié du budget du projet et qui va intéresser la mise à disposition de bandes passantes, donc de connectivité haut débit, avec bien sûr et quelques priorités que je ne manquerai pas d'indiquer. Ensuite, il y a une composante de réponse d'urgence et en cas de catastrophe, lorsqu'il y a un problème. Donc, c'est une composante qui est présente dans tous les projets en général. Et la quatrième composante, qui est la composante de mise en œuvre, donc qui gère tout ce qu'il y a autour du projet. Maintenant, aujourd'hui, on va parler essentiellement du niveau de maturité de la cybersécurité et de ce que nous faisons et par rapport à ça. Il faut aussi que je précise,
Alors, les informations et tout ce que je dirais ne représentent pas la position de la Banque mondiale parce que justement, je ne prends pas la parole au nom de la Banque mondiale. Et je veux, enfin, que ceci soit clair aussi. Maintenant, et sur la composante 1 du projet, qui a pour objectif donc de créer un environnement propice à l'infrastructure et aux services numériques, donc qui traite de stratégie, qui traite de politique, de réglementation, d'avoir un aspect catalytique pour les services numériques, c'est-à-dire que on essaye d'accompagner les acteurs pour que le plus de services possibles puissent être rendus à la population de manière numérique, donc la transformation numérique, et également le renforcement des compétences en même temps, et ce qui est une sous-composante. Et donc, dans cette sous-composante, il y a beaucoup de formations et dans la cybersécurité qui nous intéresse aujourd'hui, mais dans beaucoup d'autres domaines connexes, mais essentiellement qui touchent la capacité numérique. Donc, voilà un peu campé le projet dans ses objectifs. Euh, En termes de cybersécurité, le projet a lancé il y a quelques mois un appel d'offres pour justement, avant d'entamer avant d'aborder un problème, il faut pouvoir dimensionner de ce de quoi on parle. Donc, il a fallu faire une évaluation du niveau de maturité de la cybersécurité en Haïti. Bien sûr, et cette question, on pourrait rapidement y répondre pour dire que, bon, écoute, on est très mal placé parce qu'il y a des indicateurs de l'UIT qui le précisent. Il y a des efforts qui ont été consentis et qui n'ont malheureusement pas encore été couronnés de succès, soit pour établir les structures qui doivent permettre au pays d'être un peu plus résilient, et les informations qui nous sont parvenues, enfin, qui sont facilement compréhensibles aussi. Il y a des secteurs qui travaillent totalement en silo, alors que quand on parle de cybersécurité ou de cyberrésilience, le partage d'informations est une composante extrêmement importante. Donc, voilà, et en corollaire du travail qu'est en train de conduire l'Université d'Oxford, la cellule d'innovation de l'Université d'Oxford, pour être plus précis. Et il y a un corollaire qui a des recommandations pour corriger la situation qu'ils auront constatée. Parce que nous avons une présomption que il nous faut quand même améliorer cette situation. Donc, voilà un peu camper la situation. Maintenant, je vais passer rapidement sur l'évaluation de la maturité elle-même, la méthodologie qui a été appliquée et la phase à laquelle on est. Malheureusement, je ne peux pas encore présenter les résultats parce que on a eu quelques retards parce que certaines institutions clés n'ont pas pu répondre à temps à l'enquête parce que justement c'est fait sur une base d'enquête. Et donc, tout ça, ça sera présenté ultérieurement, mais pour le moment, je vais passer à travers ces éléments et partager avec vous les informations qui sont pour le moment disponibles, on va dire, par rapport à ça.
Donc, pour faire l'évaluation de la cybersécurité, il a fallu faire un choix. Donc, j'avais parlé de l'appel d'offres et finalement, on a opté pour l'Université d'Oxford pour plusieurs raisons qui sont facilement compréhensibles. Et déjà, c'est une institution académique. Donc, il y a une vertu qu'on attribue à ces institutions, une vertu de neutralité. Ils ne vont pas vous dire il faut un produit X ou un produit Y. Ils ne sont pas en concurrence pour vous vendre d'autres services. Et je pense que l'honnêteté de la recherche également est une raison de plus que cette décision de travailler avec une université dans ce domaine est intéressante. Bon, alors, on peut avoir le souhait qu'une ou plusieurs universités haïtiennes aient cette compétence localement, mais pour le moment, on a regardé l'Université d'Oxford, pour en parler brièvement, a établi une des métriques les plus utilisées au monde pour évaluer la maturité de la cybersécurité au niveau pays. Parce qu'il faut aussi qu'on se le dise, et l'analyse qui va être faite, c'est l'analyse du niveau de maturité de la cybersécurité au niveau global du pays. Donc, ce document est disponible sur le site. Et donc, les références sont disponibles si vous tapez CMM et Cyber Security Capacity Maturity Model. Ça, c'est le titre du document de Oxford University. C'est facile à trouver et en fait, eux, ils regardent 5 dimensions. Donc, une première dimension, c'est l'existence de politiques et de stratégies au niveau national. Une deuxième dimension, c'est de regarder la culture de la société en termes de cybersécurité. Une troisième dimension, c'est la capacité et les connaissances qui sont disponibles dans le domaine. Une quatrième dimension, justement, ça fait référence à ce que Max disait tout à l'heure pour la dernière question, et l'environnement régulatoire et légal, l'environnement légal et le cadre de régulation. Est-ce que, à quel niveau c'est, quel niveau de maturité? Et finalement, les standards et les technologies qui sont utilisées. Donc, en regardant ces 5 dimensions, et toutes ces dimensions sont imbriquées, sont liées, et c'est ainsi qu'on a pu établir quelles sont les parties prenantes qui ont été abordées, les parties prenantes qui ont été utilisées. Et la méthodologie qui a été utilisée pour ce faire, c'est avoir des clusters, des groupes, des grappes de parties prenantes. Et pour chacune de ces grappes, et faire un focus group qui est une discussion, il y a des questions qui sont posées et pour avoir au final des indicateurs pour chacune des dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, pour chaque dimension, ils prennent jusqu'à 5 ou 6 facteurs pour essayer de regarder. Et dans chaque facteur, ils regardent 1 à 3 aspects et pour regarder
le niveau de maturité. Et le résultat qu'on va avoir, c'est les états, les niveaux de maturité qui sont déjà prédéfinis, et c'est un niveau débutant, un niveau intermédiaire et qu'on est en train de se former, de donner forme à la cybersécurité. Un troisième niveau qui est un niveau où la cybersécurité est établie. Un quatrième niveau où c'est stratégique, c'est-à-dire qu'on est à une étape où de manière stratégique, c'est établi, et un niveau dynamique qui est un niveau où il y a une grande flexibilité, une capacité à répondre, une grande résilience, puisque le mot a été abordé. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, dans cette analyse, on va avoir, après les discussions, il y a aussi des documents existants qui ont été fournis, et ça permet aussi d'analyser le niveau. Maintenant, au niveau des parties prenantes, on a pratiquement contacté et eu des discussions avec tout le monde. Bon, bien sûr, comme je l'ai expliqué, on a commencé le processus au mois d'août, et on a continué pendant le mois de septembre parce qu'il fallait s'accommoder de la disponibilité de chacun. On a eu des sessions où étaient présents des structures universitaires, des structures associatives, des structures du secteur privé et des structures en termes on va dire, justice et sécurité. Donc, le ministère de la Justice, la police, mais aussi, et de l'autre côté, les magistrats, l'école de la magistrature et des avocats qui étaient disponibles également. Et d'un autre côté, la société civile, donc j'ai parlé déjà du monde académique, de la société civile, de la gouvernance de l'Internet avec le RDDH et avec ISOC, avec l'ATIC, etc. Des ministères, donc on parlait tout à l'heure du ministère de la Justice, on a le ministère des Travaux publics qui était présent aussi parce que c'est un ministère clé. Les agences comme le CONATEL, qui a un rôle important aussi en tant que régulateur. Et donc, c'est une partie importante. Et malheureusement, nous le savons, il y a eu quand même des brèches. D'abord, en particulier, il y a des institutions qui ne pouvaient pas, à ce moment-là, et on a eu récemment des échanges avec eux. Mais il y a encore des trous. Et les trous, c'est par exemple les législateurs. Par exemple, il n'y a pas de parlement aujourd'hui. Donc, c'est un aspect dans l'évaluation qu'on va faire qui ne sera pas alimenté, dans le sens où donc on n'a pas de ce point de vue-là, possibilité de discuter avec des élus, députés ou sénateurs dans cette initiative. Et puis, on peut dire aussi qu'il y a des infrastructures au niveau du pays, des infrastructures, on va dire, de cybersécurité qui n'existent pas. Par exemple, nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui un CCERT, et donc ça, c'est un des objectifs que nous formulons, parce que le projet se veut un projet qui permettent d'avoir des structures, un projet qui permette
d'asseoir un certain nombre d'éléments et de manière à pérenniser certaines choses. Donc, voilà. Et puis, bon, alors, quelques constats. Encore une fois, ceci ne peut pas constituer une espèce d'état des lieux parce que, comme j'ai dit, je préfère attendre que le rapport soit disponible, mais quelques constats. Le premier constat, c'est l'absence de structure, parce qu'on on en a parlé tout à l'heure. Et c'est dommage que dans le pays, il n'y a pas un CSIRT au niveau pays, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur, alors qu'il y a pas mal d'institutions régionales ou mondiales et qui voudraient discuter avec nous. Tout se passe à un niveau moindre. Par exemple, euh, la police nationale a des contacts avec des structures homologues dans la région. Mais ceci dit, moi, j'écoutais en, en venant au bureau et les nouvelles où on disait qu'il y a des discussions qui ont lieu et Haïti n'était pas invité à la table. Euh, et ça fait mal. Et parfois, dans le domaine de la cybersécurité aussi, quand on invite les CSIRT de la région, par exemple, au niveau de l'OEA, parfois, voilà, on ne sait pas qui envoyer, on ne sait pas qui le fait parce que c'est une défaillance, c'est un manque au niveau du pays de ne pas avoir une structure comme celle-là. Et autre chose, c'est que nous n'avons pas défini, on va dire, une stratégie nationale. Donc, je parlais des politiques et stratégies et de manière globale, et c'est pas des éléments, il y a des éléments épars, encore une fois, et les institutions qui peuvent avoir en partie une charge, mais le fait que les institutions ne se mettent pas ensemble et ne parlent pas souvent, et ça, c'est un grave problème. Ensuite, si on le fait de manière systématique dans la première dimension, donc dimension des politiques et stratégies, donc on a un gros déficit. Maintenant, cybersécurité comme culture et cybersécurité dans la société, ce qu'on a pu, on a pu se rendre compte, il y a eu plusieurs témoignages. En général, si on parle de la population jusqu'aux institutions les plus, entre guillemets, sécurisées, c'est une situation assez accablante. On a une pénétration de l'Internet qui se fait surtout par téléphone mobile, et les gens ne se protègent pas. Et ils ne savent peut-être pas. Et donc, ça, c'est une première situation. Et la deuxième situation, c'est que de ce côté-là également, il n'y a pas une culture qu'on a développée de dire que, bon, écoute, voici quels sont les risques qui existent et voici comment épargner, comment éviter les écueils qui peuvent intervenir si on ne se protège pas. Au niveau des institutions, on va dire des institutions privées, au niveau des individus aussi, on a des personnalités qui ont été victimes
il y a des cas d'écoles, d'artistes qui ont leur compte piraté. Il y a des cas d'artistes qui ont leur téléphone piraté et qui retrouvent leurs photos intimes disponibles sur les réseaux. Et il y a des cas aussi d'institutions qui sont victimes de ransomware et le cas de petites institutions. C'est pas, je ne parle pas d'une banque ou autre chose, c'est-à-dire que c'est un risque qui existe. Ce qu'il faut comprendre, peut-être que c'est un message à passer. La cybersécurité est nécessaire, c'est important, et parce que au jour d'aujourd'hui, on ne se dit pas que on est à l'abri ou est-ce qu'on va être touché. Maintenant, avec la disponibilité des moyens d'intelligence artificielle, ça donne une explosion exponentielle des vecteurs d'attaque. Donc, c'est une attitude importante de se dire, OK, on va être frappé. Est-ce qu'on est prémuni? À quel point est-ce qu'on est prémuni? Et qu'est-ce qu'on va faire si on est frappé? Parce que, ou bien, qu'est-ce qu'on va faire quand on est frappé? C'est peut-être la meilleure manière de le dire, parce que de toute façon, on est attaqué de toutes parts, et que ce soit un phishing email qu'on reçoit, un, ou que ce soit des attaques plus insidieuses et plus directes. Et tout cela existe et c'est des choses que auxquelles nous devons faire face. Donc, et déjà, ça fait une chose. Et pour les institutions, en termes de culture, et donc on a retrouvé, par exemple, au niveau des banques, et un peu plus de structure déjà. Et cependant, je vais partager une anecdote. Et il y a un an à peu près, enfin un peu plus d'un an, et il y avait une attaque sur les banques en Haïti. Donc, réflexe du projet, on cherche des experts qui soient capables de répondre rapidement parce que, en fait, c'est un projet du secteur public, mais comme on considère l'infrastructure bancaire comme une infrastructure critique, donc on s'est dit, on ne peut pas ne pas venir en aide. Donc, on a contacté, parce qu'il s'agissait de plusieurs banques, l'Association professionnelle des banques. Donc, on n'a pas pu avoir quelqu'un comme interface pour l'ensemble, même l'association professionnelle des banques, et parce que cette structure n'a pas la latitude de prendre ses décisions. Et les décisions regardant la cybersécurité, et ce n'est pas uniquement en Haïti, il faut que je le dise, pour que cela ne soit pas perçu comme une critique acerbe. Cependant, il faut se dire aussi que à fonctionner un peu trop en silo, ça nous met un peu plus encore à risque parce que on ne mutualise pas assez, en tout cas, en termes d'état des lieux de niveau de maturité, on ne mutualise pas les efforts, les informations et les attaques qui ont été subies. Et ce n'est pas encore assez partagé à mon humble avis et qui permettrait d'éviter des écueils à d'autres banques. Par exemple, c'est un niveau que j'appellerais de la coopétition, parce que de toute façon, il faudrait que les banques puissent coopérer à ce niveau-là, et ça va permettre d'assurer la compétition entre les banques, parce que de toute façon,
et être attaqué, ça met en péril le service et des banques à la population. Donc ça, c'est un aspect important que je voulais souligner également. Maintenant, si je passe à la troisième dimension, et capacité et disponibilité des connaissances, la situation de ce point de vue-là n'est pas plus rose. Elle est très préoccupante parce que même les banques font état du départ des cadres qui sont les plus qualifiés. Donc, la connaissance fuit. Et certaines banques, par exemple, ou d'autres institutions, ont dû faire des contrats avec d'anciens employés qui sont partis de là où ils sont. Et il faut se l'avouer, la situation actuelle du pays où il y a beaucoup de gens qui partent pour des raisons socio-économiques et qu'on peut comprendre, mais c'est une situation qui met aussi un déficit sur le niveau de maturité de la cybersécurité parce qu'il faut avoir les compétences disponibles. Également, on travaille avec les centres de formation. Il n'y a pas vraiment de ce que nous avons approché, des formations, on va dire, approfondies et dans le domaine de la cybersécurité et à ce niveau. Donc, il faut aussi travailler pour qu'il y ait la connaissance et la disponibilité des capacités, des ressources humaines et aussi des ressources, on va dire, et matérielles, logicielles, et aptes à faire face. Donc, tout ça, c'est un autre point sur lequel nous devons progresser parce que les constats, c'est ce que je viens de décrire tout à l'heure. Finalement, la dimension légale et de régulation, là, je pense que c'est une phase qui est importante et qui est, moi je dis que c'est un fossé qui est peut-être moins difficile à combler sur le papier. C'est-à-dire que le cadre réglementaire peut être validé assez rapidement et on peut aussi établir des lignes directrices qui pourront être suivies. Et l'établissement de ces éléments ne devrait pas être un gros challenge. Cependant, leur applicabilité et leur application, c'est autre chose. Et je dois dire, d'un côté positif, j'ai discuté avec l'école de la magistrature. Je sais qu'il y a des modules de formation qui sont mis en œuvre pour les étudiants de cette école-là en cybersécurité. Ça, c'est une excellente chose parce que, justement, une des complaintes que nous avions de la partie law enforcement et pour police justice, c'est que certains magistrats ou même certains avocats ne comprennent pas les preuves électroniques, ne comprennent pas certaines dimensions de la question. Et ceci aussi affecte négativement le niveau de maturité. Si la structure légale du pays ne peut pas comprendre, ne peut pas ou n'est pas établie, qu'est-ce qui peut être une preuve? Et quel est l'état également au niveau légal? Il y a ce qu'on appelle les gens qui vont faire des travaux pour retrouver des preuves sur des disques durs effacés, sur un téléphone portable, ou bien également les règles qui doivent exister entre le Conatel et les opérateurs pour pouvoir retracer certains délits qui se font de cette manière-là.
il faut que ces règles-là soient établies. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, un gros défi ou un défi insurmontable. Cependant, la situation actuelle n'est pas très reluisante de ce point de vue-là. Et puis, la dimension 5, c'est les standards et la technologie. Donc, il faut établir des normes. Il y a si je ne m'abuse, un bureau haïtien des normes. Mais je ne sais pas non plus parce que c'est au niveau du ministère du Commerce. Est-ce que ces aspects-là sont pris en compte? Mais en tout cas, il n'y a pas tellement de normes établies déjà, de normes haïtiennes. Maintenant, il y a des normes internationales qu'on pourrait implémenter dans notre cadre normatif. Mais justement, il faut l'adoption, il faut ces étapes-là, et ces étapes-là ne sont pas encore franchies. Et donc, et les technologies qui sont disponibles, aujourd'hui, la disponibilité de la technologie n'est pas une barrière, et parce que justement, il y a la possibilité. Bon, il y a différentes manières de voir. Il y a des gens qui disent le leapfrog. Il y a d'autres qui disent le Tiger Leap. Mais en tout cas, il faut faire un saut parce que nous ne sommes pas obligés de passer par toutes les péripéties que les autres qui sont un peu plus avancés sont passés. Et on a des cadres qui peuvent être formés. En tout cas, ce qui est sûr, la chose la mieux répartie dans le monde, c'est l'intelligence. C'est à nous de mettre la nôtre au service de notre pays, de former nos jeunes, de les intéresser à ce secteur-là. Et à ce propos, je fais une parenthèse pour dire que récemment, à un symposium de l'OEA sur la cybersécurité, rien que dans la région, il y a 3 millions de postes en termes de cybersécurité à différents niveaux. Il y a des niveaux de techniciens, il y a des niveaux de décideurs, il y a des niveaux intermédiaires, il y a des niveaux de pentesters, etc. Il y a 3,4 millions de postes qui ne sont pas pourvus. Donc, c'est un secteur dans lequel devraient s'engouffrer en tout cas les jeunes qui ont une capacité. Et plus proche de nous, moi, j'indiquerais qu'il n'est même pas nécessaire d'être matheux. Parce que souvent, on dit que les femmes ne viennent pas dans ce secteur-là parce que, etc. Femmes et technologie. Mais je vais plus loin. Ce n'est même pas nécessaire d'être matheux, d'être ingénieur, etc. J'ai rencontré des gens qui sont dans leur secteur et qui deviennent des spécialistes de cybersécurité pour leur secteur. Je donne un exemple. On est avocat. Eh bien, si on est avocat, on peut devenir un expert de cybersécurité de manière légale, enfin, je veux dire, et de point de vue légal, qui mettent les choses au point. C'est une expertise qui est nécessaire parce que l'ingénieur peut concevoir, quelles que soient les choses, il faut que ce soit légal. Donc, c'est une spécialité qui est nécessaire. Par ailleurs, on est médecin. Les données des patients, il y a des règles de déontologie, il y a d'autres règles qui existent. On parle de télémédecine, on parle de transformation numérique de la santé, on parle eh bien, là aussi, on peut être spécialiste en cybersécurité dans ce domaine-là. Et il n'est pas forcément nécessaire d'avoir au préalable
une formation et puis en tout cas, je sais pas, je pensais laisser ça pour les échanges et les, les, les opportunités. C'est une grosse opportunité et je crois, et j'invite l'ATIC et l'ISOC à faire une publicité à outrance. Et encore une fois, je l'ai dit, l'intelligence, c'est le bien le mieux réparti dans le monde. Et donc, il nous faut mettre l'intelligence de nos enfants, de nos concitoyens, et il nous faut mettre cette intelligence à profit. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que dans le secteur de la cybersécurité, c'est nécessaire et c'est pas compliqué. Et la technologie a cette vertu, cette autre vertu de effectivement nécessiter qu'on s'adapte à elle, mais elle nous donne les moyens de nous adapter aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est sur Zoom, chacun est chez soi, mais pourtant, on peut discuter. Eh bien, l'apprentissage peut se faire à distance. On a des experts haïtiens qui peuvent aider, peuvent accompagner nos jeunes et qui sont un peu partout dans le monde. Eh bien, ils peuvent contribuer via des plateformes d'enseignement à distance, ainsi de suite. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour les perspectives. Mais donc, je remercie encore une fois l'ISOC et l'ATIC et Max, mon ami, pour l'invitation et de discuter avec vous des possibilités à travers le projet d'accélération numérique pour Haïti, HDAP, et qui est hébergé à l'UCE et qui accompagne le ministère via la direction des communications du ministère des Travaux publics et d'autres parties prenantes. On a parlé du CONATEL, on a parlé de l'IHSI avec lequel on développe. Alors, je dois dire aussi, et on a encouragé un groupe de travail qui réfléchit sur la cybersécurité et sur la stratégie nationale de cybersécurité et à terme sur la mise en place d'un CSIRT pour Haïti. Donc, voilà, je m'arrête là, Max. Je te repasse la parole et je suis disponible pour les questions. On a encore, quoi, tu m'avais dit 90 minutes, on a encore 5 minutes, hein, 10-15 minutes pour les questions. Voilà quelques Merci. minutes pour les questions. D'accord, merci. Merci à toi et Carl pour cette présentation et très détaillée. Et je vais d'abord regarder le chat et puis peut-être poser quelques questions que j'avais aussi. Et il y a quelques remarques dans le chat, mais je pense que ça concerne la précédente présentation de l'ingénieur Daumont et une remarque très pertinente du docteur Hyacinthe sur la nécessité de faire le suivi des équipements qui seraient rentrés dans le cadre de la communication d'urgence. Je pense que c'est un point très valide. Et je dois dire qu'il y a un groupe de travail qui a été constitué suite à la présentation de l'ingénieur Daumont du rapport, une première présentation. Donc, il y a un groupe de travail qui aura la charge d'implémenter les recommandations issues de ce rapport. Maintenant, pour la suite, ce document sera officiellement disponible aussi sur le site de l'Union internationale des télécommunications. Donc, vous aurez accès à ces documents, y compris toutes les recommandations que malheureusement, et à cause des contraintes de temps, on n'a pas eu le temps de les aborder toutes au cours de cette session.
Autre remarque aussi dans le chat de Léon Lovinsky qui a bien voulu partager avec nous le lien du projet HDAP à partir du site de la Banque mondiale. Vous pouvez télécharger ces documents pour avoir une idée beaucoup plus détaillée de ce projet. Maintenant, il y a une question, je pense que tu as abordé cette question au cours de ta présentation, et Carl, mais si tu voudrais revenir là-dessus, et un peu de mots, y aurait-il un plan de faire la promotion de la cyberhygiène dans ce projet, un plan de formation? C'est une question de Haroun Mathurin. Alors, rapidement, je peux répondre et dire que le projet, c'est un enabler. C'est-à-dire que le projet ne vient pas faire à la place. Et c'est un projet du gouvernement et qui a été financé par la Banque mondiale, mais il y a un processus en cours. Il y a des formations qui sont disponibles, il y a des formations qui vont se faire, il y a des formations qui sont en train d'être designées. Et donc, de notre côté et de la fiducie, nous appuyons et éventuellement, et je ne peux pas dire spécifiquement sur cyberhygiène, mais cyberhygiène va sans doute être impliqué dans tous les aspects qui seront, on va dire, abordés. Donc, à ma connaissance, dans les formations qui sont en train d'être conçues et designées, il n'y a pas une formation spécifiquement sur cyberhygiène, mais cyberhygiène intègre les formations sur la cybersécurité, sur les comportements à avoir également. Voilà, merci. Il y a aussi des remarques du docteur Hyacinthe et une remarque sur des textes de loi qui peuvent nous aider à mener une réflexion constructive en l'absence d'un Parlement fonctionnel. Et il a bien voulu mettre en attachement pour nous la loi sur la signature électronique et la loi sur les échanges électroniques. Donc, le PDF est disponible sur le chatroom. Et merci au docteur Hyacinthe d'avoir bien voulu partager ces textes avec nous. Il y a une remarque de l'ingénieur Kurt Jean-Charles sur la question du plaidoyer pour l'aspect légal. Il recommande l'ouvrage de Maître Bernard Rousse, qui a été ministre de la Justice et qui a contribué, je dois le dire, à différents textes de loi, notamment ceux qui sont liés à la signature électronique et les échanges électroniques. Dans 5 minutes. Voilà, Monsieur Gousse, Maître Gousse a régulièrement prêté main forte aux différentes associations, notamment l'ATIC, et pour travailler sur les éléments qui touchent et aux aspects légaux des télécommunications. Et docteur Hyacinthe a également partagé avec nous un draft de stratégie de cyber et sécurité, que je vous invite à prendre connaissance. Il y a une question de M. Serge Poto. Êtes-vous familier avec le curriculum de Hacker Arise? Si oui, pensez-vous qu'il est approprié pour une formation en cybersécurité? Sinon, que proposez-vous? Et question de donner au public un moyen de commencer une formation en cybersécurité. Carl? Là, M. Poto fait référence à un curriculum spécifique, Hackers Arise. Et est-ce que vous êtes familier à ce curriculum? Si oui, pensez-vous qu'il est approprié pour une formation en cybersécurité? Sinon, qu'est-ce que vous proposez? Je pense que vous en avez parlé au cours de votre présentation, mais vous pouvez revenir là-dessus. En question de donner au public un moyen de commencer une formation en cybersécurité. Alors, maintenant, la formation globale en cybersécurité pour le grand public. Et je pense qu'il nous faut aussi nous adapter à la situation du pays.
Et c'est-à-dire que on a des gens qui utilisent le et il y a des gens qui utilisent l'Internet et qui ne sont pas forcément aptes à suivre voilà, des formations de ce type-là. Il faut avoir des capsules adaptées pour les toucher. Mais ce qui est dans Hacker Arise peut aller pour un groupe, mais c'est pas, there is no one size fits all. C'est-à-dire que c'est pas une chose unique pour tout le monde. Il faut adapter à différents groupes et c'est un peu ce que j'avais dit. Il nous faut aller il faut aller au niveau des enfants qui utilisent des tablettes, doivent avoir une manière de naviguer de manière sécuritaire. Les parents aussi. Donc, il faut s'adapter à chaque groupe de la population. OK, et merci. Il y a Dr. Yacine qui sollicite la parole pour une question directement. Vous pouvez activer votre microphone, Dr. Yacine. Oui, allô, bonjour, bonsoir. Oui, on vous écoute. OK, voilà. Écoute, je vous remercie, Monsieur Henry. Je vois que tu es devenu de plus en plus jeune. Moi, je vieillis, c'est pour ça que je ne me présente même pas. Clément vient juste de fermer sa caméra parce qu'il vieillit lui aussi. Mais c'est juste pour vous dire que je vous salue. Et quand je dis ça de tout cœur. J'ai salué l'initiative, mais je vous salue pour avoir pris cette initiative pour plusieurs raisons. Mais je ne vais pas interniser sur les raisons, mais c'est juste pour dire que j'apprécie ça beaucoup. En matière de cybersécurité, je m'y connais un tout petit peu, mais la situation est un peu, comme Clément vient d'expliquer, est un peu floue en Haïti. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'éclaircir les choses et un peu réduire les incertitudes. J'ai une petite question sur les institutions Il y a un petit qui souci avec... normalement nous accompagnent. Oui. Les institutions qui nous accompagnent sont notamment l'OEA et l'UIT. Et l'UIT, ils ont ce qu'on appelle les points de contact en Haïti. Même si ces points ne sont pas activés, mais ces points existent. Et je ne veux pas faire de choix ou de personnalité institutionnelle, mais j'aimerais bien qu'on le sache. Ces points existent. Il convient tout simplement d'accorder nos violons pour qu'on puisse les activer et faire marcher ce projet. Et je pense que cette trilogie institution privée, institution pédagogique ou académique et institution étatique, embrassée par ingénieur Clermont du côté du gouvernement en matière des sociétés. Je pense que Henri a joué un double rôle en tant qu'entrepreneur et aussi quelqu'un qui donne des services au grand public. C'est-à-dire que quand on offre des services comme la banque au grand public en général, donc il y a une responsabilité qui nous incombe à vraiment traiter de ce problème. La question serait comment, à quels moyens galvaniser les supports existants à l'OEA, à l'UIT, pour propulser cette initiative. Et cette initiative triangulaire, institution privée, académique, étatique. Pardon d'avoir pris quelques minutes pour faire l'introduction, mais je pense que je serai pardonné. Merci. D'accord, merci, Dr. Yacine. Et Carl? Oui, oui. Carl,
Désolé, oui, je suis là. Non, je suis tout à fait d'accord. Je coïncide avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que nous devons avoir une posture pour que l'accompagnement puisse être un tremplin pour nous. Et de ce point de vue-là, c'est un peu euh, l'orientation et sous le leadership du ministère et des Travaux publics que l'UCE est en train de donner à ce projet d'accélération numérique et l'idée d'impliquer l'ensemble des institutions qui sont des parties prenantes à ça est très, très, très important. Et nous sommes en train de travailler avec nommément un groupe de travail avec un leadership partagé entre l'IHSI et le CONATEL et qui implique le ministère des Finances dans ces différentes directions, l'Office national d'identification et plein d'autres entités publiques. Et l'idée, c'est de pouvoir à la fois donner des services et que ces services soient faits de manière sécuritaire. Donc, dans ce cadre-là, et en relation avec ce qui vient d'être dit, donc c'est notre préparation qui va permettre de profiter le plus possible de l'accompagnement des bailleurs et des autres partenaires techniques et financiers que nous pouvons avoir. Très bien. Et il y a une question d'Afline. Et pour les gens qui sont intéressés, comment on a fait pour rejoindre une formation ça et contribuer dans la réalisation du projet ça? Je pense qu'il y a plusieurs monde qui répondent dans le chat là. Et monsieur Poto partagé et curriculum à Zero Rise là, que il fait référence à lui-même, avec un paquet de bundle de formation pour les gens qui veulent commencer dans le domaine de cybersécurité. Et d'un point de vue technique, parce qu'il y a tout l'autre embranchement qui est lié à la cybersécurité et tout. Et puis, il y a un commentaire de Boris Antoine qui est recommandé, et c'est très bien, des institutions reconnues qui offrent des formations, qui produisent des contenus de formation, tant qu'en ASI, d'où ASI tout, comme TIA qui a un paquet de certifications qui est lié à la cybersécurité. Même chose pour ici, Council, et puis ISACA. Et puis, il y a une question de Arwin Mathurin. Et m'a profité et saluer et remercier tous les participants. Parmi eux, il y a un paquet de professionnels qui ont commencé leur carrière en Haïti, mais pour raison qu'on a évoqué dans la présentation locale qui est obligé de quitter le pays, qui travaillent dans le domaine et sécurité informatique et qui occupent des postes très importants. Et avec nous là dans la rencontre là et nous bien contents et gain et question à oui il peut probablement faire référence à même comment des ressources à l'étranger peuvent apporter leur connaissance à contribution dans ce projet. Carl. Oui. Alors, premier bagage, je dit, je pense que ça sont bagage pour nous regarder. Les ressources haïtiennes sont des ressources haïtiennes où qu'elles soient. Et moi, je pense que quelque part, ça, c'est un aspect important. Et surtout que la technologie, puisque on a parlé de ça, les permettent que les bails possibilités, et me fait faire remarque là, moi, je parlais avec un responsable d'une banque et qui dit que il y a des personnels spécifiquement dans la cybersécurité qui partent, mais qu'ils continuent à travailler avec eux et à distance. Et donc, ça, c'est un bagage. Et sous ça, on dit tout à l'heure, Max, je vais rebondir encore. Et pour m'aller plus loin. Parce que souvent, nous considérons les gens qui sont dans sociologie, par exemple, et comme les gens qui sont moins matheux, eh bien, nous avons besoin de ça pour travailler dans la cybersécurité tout. Il y a une place, ni dans la conception capsule, concevoir capsule, ou besoin des anthropologues qui pour dire qui j'en pour faire pour arriver sur mon. Parce que mon moi protéger,
faut qu'on arrive sous lui pour comprendre et ça va faire. Mais moun sa ka font spécialité pour connaître qui gens pour faire message cybersécurité arriver sous moun yo et pénétrer et population en bien. Donc nous avons besoin de tout le monde ça dans la cybersécurité. C'est un message qui est important pour nous faire passer, pour nous ne pas penser que la cybersécurité, c'est uniquement l'apanage des grands ingénieurs comme Max ou des professeurs d'université ou de monde qui est fort en mathématiques, qui a besoin de faire chiffrement, parce que ce n'est pas ça seulement pour la cybersécurité. Et de même que si nous avons fait une comparaison, de même que la police a besoin des profilers, la police a besoin des sociologues, et la police a besoin des... Mais ces mêmes là c'est la police du cyberespace ou besoin de toute spécialité ça pour gagner un environnement cybersécuritaire et environnement et un niveau de cybersécurité efficace. Très bien. OK. Moi, j'ai une remarque avec une question. Et Carl, remarque là, c'est son point côté abordé sur difficulté et de mutualisation des efforts. C'est un problème que nous rencontrons en pile dans le secteur télécom avec dans le secteur financier là, côté. Et acteurs, en général, ils considèrent des choses ou des deals comme des compétiteurs et féroces. Donc, mettez-vous sous table, même pour objectif et commun, qui aider tout, ils nos gens problématiques. Mais conseil pas et par rapport à constat ça et par rapport à interaction dans le temps avec les différents institutions, ça c'est peut-être bien intéressant qu'on passe et par régulateur secteur ça. Par exemple, BRH qui a joué un rôle important et pour aider rallier et monde qui dans le secteur financier et non seulement banquier mais opérateur de services et mobile money tout parce qu'il y a plus facile pour eux si soit pas là avec eux ils ont dire non mais pas qu'à dire BRH non si BRH m'a dit pour venir pas là avec et monsieur de ça même bagaille pour qu'on a tel tout en rapport avec et opérateur et télécom. Maintenant question pour vous Carl et en pile fois nous avons des projets qui lancés comme ça, des projets très importants qui viennent avec des investissements nécessaires et projets d'aplat pas différents de eux et avec des objectifs bien précis, avec des scopes et limités dans le temps, limités au niveau et ça au fait budget. Qui a venu initiative ça en termes de pérennité une fois que le projet ça est fini? Pourquoi mettons-nous là? Pour qu'on mette nous là toujours et on va parler d'une série de résultats qui t'a doué survivre au-delà de projet. Par exemple, mise en place dans 6 heures, par exemple. Donc, qui a venu et résultats projet, en particulier, et 6 heures là, au-delà de et durée de vie projet à lui-même. Super, c'est une excellente question. C'est une préoccupation personnelle, mais c'est une préoccupation aussi du ministère. C'est une préoccupation de la coordination de l'UCE, c'est une préoccupation aussi de la Banque mondiale. Et premier bagage qui arrive, c'est que dans tout ça nous avons fait, pérennité, c'est un maître mot. Donc, réflexion qui a porté, c'est que le projet a été 3 ans d'implémentation. Et au cours de ces 3 ans, nous atteignons un certain nombre d'objectifs. Objectif, ce n'est pas atteindre de manière ponctuelle, c'est que vous continuez à vivre, c'est que vous continuez et protéger la population, si on parlé de cybersécurité, ou bien que, encore une fois, on a parlé tout de, il y a un plus gros objectif projet, c'est faire que au débit arrive un peu partout dans le pays. Il faut que ce soit pérenne. Il faut qu'il y ait une manière de... Et justement, ça fait partie de la réflexion du projet, dès le départ.
Donc, n'a gardé tout qui gens et il y a plusieurs modèles et qui sont envisagés. Et à travers, par exemple, on fond de connectivité universelle. Et on a parlé de Conatel, et il faut que DGI impliqué, etc. Et on a parlé tout de renforcement institutions qui permettent nous continuer à gagner ressources. Et on a parlé de ressources humaines. Donc, nous avons appui à l'université en particulier et que nous et peut-être nos objectifs pour que gagne on masse critique de monde qui est formé dans ce sens-là. Et tout aspect ça, c'est des aspects qui sont importants pour le projet, qui sont importants pour nous et qui sont importants pour le pays. OK, merci. Alors, il y a deux, trois autres réactions que nous allons prendre là avant de passer et dernier mot de Kurt et M. Kurt Jean-Charles avec Mme Stéphanie Joseph, présidente ISOT. Alors, et remarque, ben moi, pour ne pas perdre, il y a plusieurs remarques. OK. Il y a une question Léon Lovenski a. Ce qui est important, bon, ce cas rappeler rapidement, étant donné que nous pouvons connaître étape publication, résultats et différents composants projet, soit capable de rappeler clairement attente avec limitation de partie qu'il y a évaluation de maturité et cybersécurité. OK. Rapidement, comme moi dit, c'est une évaluation au niveau pays. Donc, ça veut dire que le conseil de détail n'est pas rentrer là-dedans. Même si, par exemple, il discutait avec la police et que la police expliquait le mais qui ça qui difficulté, le mais qui ça qui bien il discuter avec l'armée ou bien discuter avec le ministère de la Justice qui dit que mais il y a qui étape mais qui ça les pas pral dans rapport là et gagner une description détaillée et dans niveau élémentaire ça. Par contre, la garder de manière et secteur et la fait des recommandations et qui gens pour nous mettez-nous dans un niveau et que nous cibler. Et il va dire déjà dans 5 étages que le météo, dans qui étage nous et nous-mêmes. Et puis il va dire nous, mais qui est faut qu'on fait pour nous arriver dans l'étage qui pire. Donc, ça, c'est un peu et ça que l'IPAL dit. Et par exemple, l'autre recommandation, sous, par exemple, des bagages spécifiques que nous demandons dans le contrat, institutions qui en premier plan dans la question ça, a bien un accompagnement, un plan d'accompagnement pour renforcer. Parce que nous pensons que les institutions ont demandé pour nous renforcer. Très bien. Et on remarque que Dr. Yacine fait pour revenir sur sorte d'étape 10 sur questions sociales, que effectivement nous avons besoin de sociologues et psychologues et pas autododie sur les questions de cybersécurité. Et l'autre point sur question pérennité programme là et Dr. Yacine suggéré et travail, je pense que nous avons déjà commencé à faire ça déjà, on parle de ça, de acteurs et qui ont même là, dans le Conatel, dans le IHSI, ONU, et qui est capable de continuer le travail pour pérennité et pour financement et projet. En question de Serge Poto, et bon, en question qui est destinée à tout le monde, connaissez-vous des professeurs haïtiens qualifiés en cybersécurité que vous pouvez proposer aux universités haïtiennes pour des cours ou séminaires dans le domaine? Alors, ce groupe-là, il y a un paquet de ressources. Et après, quand vous un message pour moi, je m'a bien content de mettre en contact ensemble avec eux qui habituent travailler dans des institutions au niveau local, dans le domaine ça, et qui partent à l'étranger, qui travaillent dans des universités et au Canada, aux États-Unis et dans le domaine ça. Bon, pas un problème. Maintenant, nous arrivons dans fin, pratiquement midi. Merci un pile et Carl pour présentation et ensemble avec l'ingénieur Domo
qui était obligé de quitter nous après la présentation là. Donc, on a passé la parole à Kurt pour les mots de conclusion et puis après à Madame Joseph. Kurt. Bon, eh bien, merci Max et bon, merci pour en modération exemplaire de CSA et du fait qu'on mettait notre petit groupe ça ensemble pour que nous parlions aujourd'hui de un point extrêmement important. Et m'a conclu pour me faire nous remarquer que, comme on a parlé de cybersécurité, faut que nous pas prendre tant en thème, en question technologie, en question informatique, sont questions qui liées bien sûr à domaine ça, mais sont questions qui liées à notion plus générale de sécurité et c'est un point un point qui est extrêmement critique, qui est extrêmement important pour Haïti dans ce qu'on a traversé là aujourd'hui, hein, et qui m'a dit mise en commun de compétences dans plusieurs secteurs et qui m'a dit tous des acteurs qui de plus en plus forts dans le rôle que vous avez pu jouer. Et non, par rapport à la question, ça, c'est vrai que pour cybersécurité, nous plus sensibles à des points qui liés à domaine gestion information, à domaine qui lié à communication. Mais si nous regardons, il fait écho à des réalités que nous vivons dans le pays, hein, qui critiquent. M'a fait référence au fait que, par exemple, dans jodi an, dans zone si n'a regardé dans zone nord pays qui côté Cap-Haïtien c'est pratiquement une ville qui vient représenter pôle touristique principal Haïti jodi an. Mais jodi an m'a fait nous remarquer que même accès à électricité c'est un luxe que lié au Cap-Haïtien jodi an, carburant et accès à carburant c'est 6 fois coût normal là que lié. Donc c'est-à-dire qu'on paye un gallon de gasoline à 3000 goud. Et donc c'est normal que alors, on prend un exemple, on prend des exemples qui liés à la sécurité physique. Et nous parlons de ça dans plusieurs dans présentation ingénieur Domont fait pour nous. Donc, il y a plusieurs aspects qui liés entre eux, mais qui montraient que nous avons un pile travail pour nous faire dans la communauté noire pour que nous avancions, pour que nous sortions de côté nous. Et les passer par en collaboration entre plusieurs acteurs, il passait par le fait que des acteurs, à la fois au niveau privé et au niveau l'État, jouent rôle effectif que gain pour jouer et que génération future tout comprennent qui est un jeu qui gagne et préparer à prendre la relève à partir de formation que yo ka baye tête yo et à partir de chercher pour chercher connaître et tout qui ça qui gagne comme opportunité dans l'environnement côté nous hier. Et moi-même je pense que le message que je voulais faire passer c'est que risque et difficulté c'est opportunité que nous et opportunité que nous gagnons en Haïti pour que nous construisons un lendemain qui est bien intéressant pour nous toutes, extraordinaire. Nous avons parlé de formation. Je dis en bas que y a plus et alors nous vivons dans une période côté accès à l'information, accès au savoir et il n'y a pas de gens comme ça avant. Donc, m'a encouragé tout le monde qui est intéressé à ce secteur ça, quel que soit l'angle sur lequel il est intéressé, hein,
garder dans le programme que dans le secteur, comment pour yo former tête yo plus sur ça, garder au niveau global, au niveau Internet, comment pour yo former tête yo comment pour yo accéder à matériel, formation qui est utilisé dans toute culture, dans tout pays développés, pour que nous-mêmes, tous, nous capables de gagner moyens et compétences pour que nous modifions. Mais compétences n'a pas suffi. Avec compétences, il faut que nous apprenions à travailler ensemble, apprendre à collaborer plus pour que nous réussissions mettre en bloc à la fois, mettez édifice là dans le plus bon état que l'y est aujourd'hui. Merci. Et félicitations encore pour tous les participants. Je remercie en particulier Carl Clermont et ingénieur Domont pour l'intervention et Max pour énorme travail, facilitation ça pour te permettre de nous gagner une bonne séance. Merci. D'accord, merci Kurt. Alors, je m'invite nous prendre connaissance de quelques derniers messages qui partagent dans le chat room là et quelques collègues qui partagent et qui partagent informations de contact ensemble avec nous. Et puis, un dernier enfin, commentaire sur aspect et protection de données personnelles, confidentialité de données et en particulier client bancaire. Et il a passé la parole à Madame Joseph, président de ISOC, pour les conclusions. Merci VP et merci avec tout le monde qui jusqu'à présent a été motivé pour te passer à web, pour te suivre le webinaire ça, qui était très intéressant. Merci avec l'ingénieur Domont et personne pour présentation que vous avez fait qui était vraiment instructive, qui t'a porté un peu l'information pour nous et à partir de l'information que nous gagnons et connaissance de projet, donc nous vraiment comprendre et connaître qui Jean est à travail qui ça qui était fait et avec tout ça, toutes données ça nous gagnons, nous capable connaître qui Jean nous capable avancer pour future cybersécurité en Haïti, est capable pas un bagage qui abstrait pour nous mais travail qu'a fait est capable de porter des résultats que tout le monde est capable et profiter de eux dans l'espace haïtien. Et c'était une belle initiative. Donc, parti pour notre toujours là pour travailler ensemble. Donc, c'est collaboration tout le monde qui peut aider on travail quand ça arrive possible. C'est pas travailler seulement, c'est travailler tout le monde. Et on croit qu'il y a un pile et information qui partagée sur comment tout le monde est capable de mettre main pour que le travail ça vraiment possible, peu importe où tu soit toujours en Haïti. Parce que quand tu es vraiment bien détaillé pour nous, que ou pas toujours en Haïti, mais l'intelligence est là pour nous tous et nous sommes capables de partager quel que soit côté nous. Et nous sommes capables de travailler ensemble, tout quel que soit côté nous pour le pays. Donc, merci tout le monde et je souhaite nous capables de participer dans une autre activité encore pour nous avancer. Merci. D'accord, merci, et présidente. Alors, deux derniers petits commentaires sur contenu, tout contenu et session matin disponible sur page Facebook ISOC avec sur channel YouTube ISOC. Restez pour nous et dis nous tout qui là et merci à panélistes, merci à nous tous à tous participants. Nous espérons que l'idée qui était discutée matin et continuer à susciter réflexion, mais surtout action. Ensemble, nous sommes capables de contribuer à façonner un avenir numérique qui est plus sûr, plus robuste et plus prospère pour Haïti. Merci à nous tous encore une fois pour présence et pour contribution. Nous souhaitons le meilleur dans l'effort que nous avons fait pour nous capables de promouvoir cybersécurité et résilience réseau de télécommunications en Haïti. À nous été unis pour un avenir numérique meilleur et plus sécurisé. Merci en pile et bon week-end et à très bientôt. Merci beaucoup, Max. Merci à tous. Au revoir.